Là, on est venu au moment compliqué parce que ça me met mal à l'aise de parler de ce film-là en bien, mais malheureusement, je suis obligé d'être honnête avec ce que j'ai ressenti. J'ai quand même écrit pas mal de trucs. Ça se joue vraiment avec le tourneur. Tout le long de l'année, il a été numéro 1 à l'Aventura, c'est un film exceptionnel. Mais numéro 1, j'ai mis Make to My Love, Canto Doué de Abdelatif Kechiche. Et du coup, avant de parler du film, je pense qu'on est quand même obligé. Je vais faire un truc que certains influenceurs n'ont pas fait, et je vais en parler, de parler du sujet qui fait que le film, il est pas comme tous les autres films de la liste, du coup. Honnêtement, j'avoue, je fais beaucoup le mec sûr de moi, sur plein de trucs, sur mes goûts et tout. Là, il y a des trucs où je sais pas quoi penser. Genre, j'ai pas de réponse, ça m'interroge, ça me travaille et tout. Donc j'aime beaucoup le film, mais Kechiche, du coup, a été accusé de viol en 2018, et il y a aussi tous les trucs des tournages qui auraient été compliqués. Ça, j'avoue que c'est un truc que je maîtrise pas vraiment, donc je vais pas en parler parce que j'ai jamais été sur des tournages, je sais pas comment sont les autres tournages. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va englober ça là-dedans, mais on va surtout parler de l'accusation de viol parce que c'est on pourrait dire le plus grave entre guillemets. Enfin, c'est bizarre, mais voilà quoi. D'habitude, quand on regarde des films ou qu'on écoute des musiques ou je sais pas quoi d'artistes, c'est plus facile de se cacher quand ils sont morts ou quand ils sont plus en activité ou quand on les regarde illégalement. Bah là, c'est pas vrai parce que du coup, j'ai été le voir au cinéma et Kechiche est vivant. Du coup, il y a un peu une culpabilité qui peut s'installer. Ok. Du coup, pourquoi j'ai été le voir? On pourrait me poser la question. Déjà parce que le cinéma, l'art, ça m'intéresse et j'ai malheureusement, désolé, le cinéma de Kechiche m'intéresse énormément de par de quoi ces films sont constitués et les thèmes qu'il aborde et comment il les aborde. Ça n'empêche qu'à côté, ça peut très bien être une ordure. Je veux dire, le fait d'être accusé de viol, c'est quand même déjà un bon indicateur, on va pas se mentir. Mais voilà. Et aussi, j'avais besoin, entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'avais envie de voir le film aussi parce que là, maintenant que je fais des streams, il faut que je sois un peu dans l'actu. Je voulais en parler avant la fin de l'année plutôt que d'attendre des mois. Et puis aussi, il y avait aussi un plaisir égoïste, on va pas se mentir là-dessus, de vouloir voir un film qui sans doute allait me plaire et en vrai, il m'a plu. Malgré tout, moi, je vous encourage, si vous pouvez attendre plusieurs mois, à le télécharger illégalement. Peut-être que du coup, vous vous sentirez mieux et il y a pas de problème. Si jamais ça vous dérange vraiment de payer le ticket, vraiment, il y a pas de problème. Téléchargez-le dans plusieurs mois et ça sera plus simple. Ouais, mais après, en vrai, bizarre, ça coûtait quoi attendre de le voir en streaming en vrai? T'as peut-être raison en vrai, mais je pense, c'est un truc, malgré tout, Make to My Love, Canto Doué, quand je découvre Canto Uno, je vais pas mentir sur mon plaisir égoïste de trouver à quel point le film est exceptionnel et à quel point moi il m'augmente. Si on parle de vitalisme, il me fait penser à des choses et en plus Canto Doué, il y a des trucs qui me concernent encore plus parce que ça parle de thématiques raciales et du coup j'avais vraiment hâte de voir Canto Doué, je vais pas te mentir. Après oui, j'aurais pu attendre, peut-être que voilà, je suis pas parfait, je pense qu'on est dans un système qui nous fait tout le temps négocier avec plein de choses et qu'on est plein de contradictions. Et du coup, il y a aussi une deuxième raison, c'est que quand même j'ai toujours cet avis que je défends qu'une œuvre d'art, une fois qu'elle sort, elle appartient plus à son auteur. Peu importe les intentions de Kechiche, et du coup on va y venir après. Une fois que le film est sorti, on peut se le réapproprier. On peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire quelque chose d'intéressant, on peut en faire quelque chose d'émancipateur. Désolé, du coup là ça va être un sujet un peu compliqué, mais le film est quand même un terrain fertile à ces idées-là et je vais développer plus tard du coup. Mais du coup, peu importe l'intention de l'auteur, des fois l'art il se produit des choses qu'on ne contrôle pas et en plus le film est à nous maintenant. Donc autant l'aborder avec les arts, mais du coup de parler de ce contexte-là plutôt que de faire juste l'Antoine Goya mental et de faire le plus grand génie de tous les temps. Bon, j'ai pas sa voix aussi grave, mais du coup moi je trouve ça nul à chier cette posture, désolé, cette posture provocatrice. Mais du coup, j'ai vu deux réactions très polarisées face à la sortie de Canto Doué. Donc la première en vrai et que je comprends totalement, c'est le rejet total, surtout de la part de féministes ou même juste de femmes ou de gens victimes de VSS qui voient l'éloge d'un réal comme Kechiche, comme il est accusé de viol, comme une insulte, comme un crachat à la gueule. Je la comprends tout à fait cette posture. Vraiment, il y a pas de problème. Moi, j'incite personne à aller voir le film, comme j'inciterai personne à le boycott et tout. Enfin, d'habitude, à ces trucs-là, on peut répondre oui, l'art, c'est un espace où il faut aller affronter, explorer les sujets les plus bizarres, les plus douteux. Bon, déjà, c'est un peu se branler, mais c'est vrai que ça peut être intéressant des fois. Mais là, en vrai, le problème, c'est même pas la plupart des gens ne parlent même pas de ce qui se passe dans le film. On est même plus forcément dans les débats du male gaze. Là, on parle du fait qu'il est accusé de viol et du coup, c'est le comportement de l'artiste qui est en jeu. On peut aussi dire ça peut être intéressant d'analyser la folie d'un artiste à travers son œuvre et tout, mais là, on n'est pas sur Van Gogh, on n'est pas sur Munch, on n'est pas sur des fous, on est sur un mec qui a violé quelqu'un, sans doute. Cette réaction, évidemment, elle est extrême, mais c'est légitime en fait d'avoir une réaction extrême par rapport à ça. Donc en vrai, moi, je comprends tout à fait. Et du coup, en réponse à ce rejet-là, il y a une posture qui m'a vraiment cassé les couilles parce que j'ai essayé de voir un petit peu les réactions sur les réseaux, sur TikTok, sur Twitter. Cette posture me casse les couilles et Antoine Goya peut l'adopter par moment via son personnage, même si je pense qu'en vrai, et on a pu le voir dans des podcasts, un truc comme ça, qu'il est plus mesuré quand il sort son personnage, il est plus intelligent que ça en réalité. Mais le problème, et c'est là qu'en vrai, moi je regarde plus trop Antoine Goya, j'avoue, même si je le trouve très intéressant, et c'est peut-être les limites de ses vidéos avec son ton particulier, avec son personnage, c'est que les ados edgy débiles qui vont le copier en masse pour faire leurs vidéos comme lui là, où ils vont copier son ton, ils vont parler comme lui tout le temps, ils vont faire comme Soral, voilà, insupportable. Eux vont pas forcément comprendre tous les enjeux parce que c'est des débiles qui sont jeunes, ils vont pas comprendre comment dire toutes les nuances de ce sujet-là. Ouais, voilà, c'est des groupies aussi, faut le dire vraiment. Il a des groupies, ça me pète les couilles. Moi j'en ai marre que dès que je vais sur TikTok Cinéma que je scroll, c'est 1 sur 4, c'est un clone de Goya et ça me fait chier. Et quand il y en a qui me disent ça dans mes commentaires alors que j'ai ma personnalité à moi juste parce qu'on a des goûts similaires, ça y est, niquez vos mères en fait. Bref, du coup, ces gens-là vont pas forcément comprendre ça et je dis pas ça pour les excuser, c'est vraiment des bouffons. Et du coup, on les retrouve en masse des fois. J'ai pu voir des TikTok de meufs qui se plaignent qu'on fasse la promotion de Kechiche, que encore une fois, je comprends
comprends tout à fait, qui se disent bah c'est horrible et tout, et ils vont dans les commentaires pour dire c'est le plus grand génie, c'est peut-être un violeur mais c'est un excellent réalisateur. Mais niquez vos mères en fait. Là c'est même pas un truc de séparer l'homme de l'artiste, on parle même pas de ça. Juste il faut peut-être comprendre qu'il y a peut-être plus intelligent à faire que d'aller dans les commentaires d'une meuf qui s'est peut-être fait violer et de faire la promotion d'un violeur. Arrêtez d'être con en fait. Arrêtez d'avoir cette posture troll 18-25 edgy bizarre. Vous êtes des débiles, il y a pas de pensée dans ce que vous dites. Donc ça sert à rien d'ailleurs de faire l'éloge du beau et de faire des vidéos de merde où vous sucez le flow d'Antoine Goya. Ça m'insupporte vraiment, c'est dégueulasse. Peut-être qu'il y a des postures plus intéressantes à adopter et surtout des espaces plus intéressants. Si tu veux faire tes blagues edgy, on en fait tous. Je suis pas en train de faire la pureté morale, hein. On peut faire des blagues horribles sur n'importe quel sujet, mais une vidéo virale ou internet n'est pas forcément l'espace le plus propice à ça parce que tu vas peut-être toucher des gens et enfin on est responsable, je suis désolé. Et ces petits cons ils m'énervent. Donc du coup moi cette posture provocatrice je vais pas l'avoir aujourd'hui. J'aurais pu faire le plus grand film de tous les temps, Keshish, quel réalisateur trop fort, mais non, pour moi déjà, et même je trouve ça plus intéressant d'analyser l'œuvre, et on va y venir après, en prenant en compte toute la polémique, parce que évidemment que le film que ça a infusé même dans l'esprit de Keshish quand il monte le film pendant 10 ans, c'est intéressant, tu vois. Mais bien sûr, après Antoine Goya, c'est pas lui que j'incrimine, juste je pense que malheureusement peut-être qu'il devrait se rendre compte que peut-être son truc de personnage peut faire du mal. Après il fait ce qu'il veut, hein, et n'empêche que c'est des super vidéos qu'il fait. Moi elles m'ont aidé à découvrir plein de films et tout quand j'étais plus jeune, mais bon à un moment donné j'essaie d'en sortir parce que ça y est en fait, ça y est, quand tu vois 80%, et c'est pas sa faute encore une fois, mais quand tu vois 80% de gens qui parlent pareil, ça me pète les couilles, sans forcément même comprendre les termes qu'ils utilisent en plus. Ça y est frère, ça n'aurait jamais dû attendre. Bah ouais, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui qu'il était sur TikTok, Antoine Goya? C'est la faute à qui? Allez dites-le, tout le monde mon némésis, allez dites-le. voilà. Mais oui, c'est sa faute. Il a créé un monstre. Désolé. T'es trop gentil avec Goya, la vérité, ce mec, maintenant, sa vision de l'art, c'est full. Je suis pas d'accord. Enfin, oui. Après, je sais pas. N'empêche qu'il a quand même des bons goûts et il peut parler bien de cinéma. Et puis en plus, il a été utile politiquement à certains moments quand il clashait les fachos pour en plus derrière faire d'une pierre deux coups en parlant de bons films et montrer que c'est des débiles sur la culture. Voilà. Faut pas jeter. Mais en fait, faut arrêter d'idéaliser Antoine Goya. Genre, ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Et c'est pas une question de jalousie ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, j'en ai marre de voir ces ados qui le copient. Et même pas que, hein, même certains et certaines créatrices qui reprennent tout le temps son ton pour faire de l'autoréférence. En fait, c'est juste saoulant. En fait, là, heureusement, c'est qu'on est plus dans la méta Soral dans l'imitation, mais à un moment donné, t'avais vraiment un truc où tous les influenceurs de gauche voulaient parler comme Soral en fait. C'est ça au final que ça crée comme truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Bref, deuxième point, c'est le boycott. Bon, le boycott n'est pas une solution. Du coup, l'autre problème que j'ai, c'est que la réaction de rejet, même si je la trouve légitime et j'empêche personne de vouloir boycotter, c'est l'appel au boycott. Un autre problème, c'est que le boycott, c'est quand même quelque chose de libéral. Je n'en veux pas aux gens d'avoir ces affects-là. On est dans cette société libérale, on est forcément infusé par ces affects-là, mais je parle pas d'un boycott politique comme celui que peut être BDS pour l'État contre l'État israélien, évidemment. Là, c'est vraiment un truc structurel, y a pas de problème. Mais je parle de boycotter un individu sans remettre en question les structures. Quel est l'intérêt? Mais du coup, la racine du problème n'est pas éliminée. Ne pas aller voir le film, qui en plus, on parle même pas d'un film blockbuster hégémonique, on parle d'un film d'auteur qui fait 23 000 entrées actuellement. Même Polanski, c'est un autre sujet pour moi. Polanski, il fait 1 500 000 entrées quand il fait J'accuse. Keshish, il fait 40 000 entrées, je crois, quand il fait Make to My Love Kanto Uno. C'est pas pour dire que, voilà. Mais c'est des dynamiques différentes par rapport au boycott. Je peux beaucoup plus comprendre qu'on veut boycotter l'Académie des Césars parce qu'elle a mis en avion Polanski, il y a déjà un truc beaucoup plus concret que juste un individu. Moi, je trouve que le boycott, du coup, il va individualiser à la fois le problème à Keshish, alors qu'en vrai, ce qu'il faudrait remettre en question, c'est qu'est-ce qui a amené Keshish à faire ces agressions-là. Pour moi, c'est le star system, c'est les dynamiques de production au cinéma. Donc en fait, il faut que ça aille de pair avec une lutte anticapitaliste, avec une lutte féministe, antipatriarcale. Et aussi, le boycott va individualiser le problème et va culpabiliser le consommateur. Donc ça sous-entendrait que chaque personne qui irait voir le film au cinéma, ils en ont rien à foutre des victimes et il soutient le patriarcat et la culture du viol. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il y a aussi ce truc que des fois on est des êtres humains pris dans des structures et que des fois on essaie de négocier avec les choses qu'on aime ou pas. Ça veut pas dire. Des fois on est lâche en fait. Moi j'assume. Peut-être que j'ai été lâche en ayant été voir Keshish au cinéma. Peut-être. J'assume. Qu'est-ce que j'y peux. Le boycott peut peut-être être un début de réflexion, un truc qui peut être intéressant, mais c'est jamais une finalité. Il faut que ce soit mêlé par contre à d'autres choses. Quand je l'ai vu sur Twitter, c'était rarement mêlé comme ça. C'était surtout un outil de distinction sociale. Beaucoup de gens boycottent dans le but de dire regardez-moi qui boycotte, comme je suis beau et comme je ne fais pas partie du problème. Ok, on va aller fouiller vos letterboxd, on va aller voir s'il n'y a pas de Disney. Bref, je vais en parler plus tard de ça. Pareil, c'est vraiment dire je boycotte Keshish et fin de mon militantisme, mais en fait vous ne servez à rien. Vous avez juste fait de l'indignation morale comme tous les bourges et vous ne faites pas avancer les trucs. Le boycott, je trouve aussi de distinguer pourquoi. Si c'est le premier boycott dont je parlais, c'est des meufs ou même pas forcément des meufs qui sont choquées, qui ne veulent pas aller le soutenir, il n'y a pas de problème, évidemment. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais je comprends tout à fait. Si c'est un boycott qui cache des bas instincts un petit peu de petits bourges moraux qui veulent se sentir plus purs que tout le monde, ça m'intéresse pas. Et en plus, c'est des gens qui vont se taire sur d'autres causes. On va aller voir vos letterboxd dans ce cas-là. On va aller voir s'il n'y a pas des blockbusters états-uniens ou des Disney. Est-ce que vous soutenez ces trucs-là? Et ces gens-là vont répondre non, mais c'est pas pareil. Mais désolé, mais en fait là vous hiérarchisez des souffrances. L'impérialisme va mener à des morts, va mener à des viols. Désolé. C'est pas parce que c'est pas un truc direct que c'est moins grave. Ça c'est un peu l'argument israélien. C'est de dire que regardez
regardez, le Hamas c'est barbare, eux ils tuent directement alors que nous ça va, c'est un peu à distance quoi. C'est n'importe quoi. Vous priorisez l'individuel parce que vous êtes des libéraux et encore une fois on l'est tous, je pense, parce qu'on est tous impactés par ce système là et parce que c'est plus visible. Voilà, donc en fait c'est plus facile alors qu'il faudrait vraiment attaquer la structure. Il faudrait aussi attaquer Keshish. Je suis pas en train de dire on attaque la structure et on arrête, sinon c'est débile, ça va de pair. Mais je veux dire, ne juste s'arrêter à là pour une indignation morale, c'est débile. Je vois pas mettre autant d'énergie sur Twitter à combattre la sortie de Zootopie 2. Peu importe qu'il puisse y avoir des valeurs woke, c'est Pixar derrière, c'est Disney derrière. Voilà, c'est des outils de l'impérialisme états-unien, pardon. Et on sait ce que fait l'impérialisme états-unien dans le Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Dernier point, je trouve que l'art, comme j'ai dit un peu en introduction, c'est pas un espace net, c'est quelque chose de flou et fluide bizarre. Même si on part du principe que Keshish, en plus d'être un violeur, c'est une énorme merde misogyne, facho, qui méprise les femmes, je le précise parce qu'en fait ça va pas de soi. Faut aussi, un autre sujet, on va pas trop déborder, mais faut réaliser quand même que les dynamiques sexistes qui amènent les hommes à commettre des agressions, elles existent aussi à gauche et il faut en parler pour pouvoir s'en débarrasser et tout. Je parle notamment des pro-femmes et tout, on les a vus, Et plutôt que de tout mettre sous le tapis, il y a des fois une logique que je peux voir sur Twitter de dire ah non, lui c'est un facho, lui, ça y est, genre lui il est problématique, ça y est, on le dégage, alors que c'est quelqu'un de gauche en fait. C'est pas pour le pardonner que je dis ça, mais justement pour comprendre que même à gauche il y a des dynamiques misogynes, des dynamiques d'agression, et mettre sous le tapis de acte horrible égale il est de droite, en fait on va jamais avancer, on va jamais comprendre quelles sont les dynamiques qui poussent un mec de gauche, même pas forcément pour les deux VSS, mais qui poussent quelqu'un de gauche à faire des trucs. La gauche blanche, le racisme de gauche n'est pas le racisme de droite, c'est des affects différents. Il faut les combattre, il faut les distinguer. Du coup je voulais dire, même si, partons du principe, c'est plus simple, c'est un violeur et en plus c'est un facho et c'est une merde et c'est un misogyne, ça n'empêche que son film sort, il ne lui appartient plus. Ça, c'est un truc que j'ai tout le temps défendu au cinéma, même si c'est pas quelqu'un de problématique. Le film, il m'appartient. Peu importe ce que t'as voulu en faire. Et en plus, Keshish, il a fait un AVC en début d'année, il a même pas participé à la promo de Canto Doué, je pense qu'il est un peu loin de ça. Après, on s'en fout. Bref, ça n'empêche que l'œuvre, on peut se la réapproprier. Dans le sens déjà de la puissance esthétique, c'est un film pour moi qui est très puissant et qui est vitaliste, qui peut élever les gens qui le voient à penser certaines choses positives. Et puis aussi, l'émancipation politique. Si tant est que le film est un terrain fertile à ça. Et comme j'ai dit en intro, aussi étrange que ça puisse paraître, Canto Doué, ça va dans ce sens. Canto Doué va dans le sens de l'émancipation. Et je sais que ça peut paraître étrange, et c'est pour ça qu'en fait ce sujet est si complexe que j'ai voulu en parler avant de parler du film, parce que peut-être que ça laisse plus d'interrogations que de réponses. Mais Canto Doué, malgré tout, c'est un film vitaliste, émancipateur, surtout sur les problématiques raciales, mais là je vais développer après. C'est aussi pour toutes ces raisons que je suis en mode, je vous conseille de le voir, illégalement, si jamais. C'est plus simple, voilà, comme ça il n'y a pas de négociation avec sa conscience et tout. Attendez quelques mois, regardez-le légalement, mais quel film? Moi je juge ce film trop important pour être ignoré, ça n'empêche que j'en ferai pas la promotion en mode, allez le voir, foncez, le plus grand génie de tous les temps, parce que ça c'est juste être un fils de pute qui prend pas en compte les dynamiques sexistes et le contexte actuel, et c'est juste être un petit con edgy, et quand c'est des ados ça me dérange pas, mais quand c'est un mec de plus de 30 ans ça me saoule. Moi c'est pour cette raison que du coup j'ai préféré pendant quelques minutes de tout ça avant de pouvoir parler du film. Enfin c'est important en fait de contextualiser, surtout que comme je l'ai dit, les scandales ont une importance dans l'œuvre. Le film est sorti 10 ans après, il l'a monté et remonté dans tous les sens et tout, donc forcément, et on l'a vu, on voit que ça a un impact, je vais en parler. Donc c'est important de parler de ça pour contextualiser aussi, et certains influenceurs ne l'ont pas fait, et c'est dommage. Je parle pas de ceux qui n'ont pas parlé du film, ceux qui n'ont pas parlé du film c'est un choix et je le respecte. Ceux qui ont décidé de parler du film et juste de dire Keshish, le plus grand génie de tous les temps, allez vous faire foutre en fait. Évidemment que vous êtes des provocateurs, évidemment que vous allez provoquer de la réaction, mais c'est vous les réactionnaires dans le fond. Je le mets top 1 quand même parce que je me dois d'être honnête avec mes avis, parce que je porte mon contenu sur la culture, sur l'art et sur ces trucs là. Donc je vais pas le mettre top 10 ou même ne pas le mettre en top pour faire plaisir, mais du coup je préfère, là j'ai parlé 20 minutes de ça avant, parce que c'est un sujet qui est intéressant et parce que j'ai pas envie de me dire ah j'ai pas parlé de ce thème là. Mais oui, après je le mets top 1, donc on peut dire que oui je fais la promotion et tout, n'empêche que là j'ai quand même répété 5 fois d'attendre et de le voir illégalement si ça vous dérange pas. Mais de toute façon dans tous les cas, même si vous voulez aller voir au cinéma, moi je vous l'ai dit, je suis pas dans cette vision libérale de je paye ma place, je finance directement le mec. Je crois que c'est plus complexe que ça, et je crois qu'on fait ce qu'on peut aussi. Et comme je l'ai dit au tout début, je prends vraiment une posture humble, je ne sais pas, genre il y a des trucs je ne sais pas, même moi je suis mal à l'aise. Le fait d'aimer ce film là et le fait de le mettre top 1, je suis mal à l'aise, mais d'un côté bah c'est le meilleur film de l'année. Allez, pourquoi top 1 du coup? Bah il est bien. Salut. Non, du coup Canto Doué c'est la suite directe de Canto Uno et il y avait Intermezzo. Et je trouve ça très intéressant de parler en globalité de la trilogie, même si bon ça rapproche le film à Star Wars et ça me plaît pas. Toute la conclusion, je vais spoil le film, je préviens, mais on a rien à foutre. Ce qui compte c'est vraiment de le voir. Et de toute façon au pire si jamais ça vous le gâche, ben voilà vous n'irez pas le voir et tant mieux. Canto Doué du coup ça raconte la suite. J'ai pas trop compris la temporalité, c'est assez flou. Je crois que c'est un an après, du coup c'est l'été d'après, parce qu'il y a eu le temps un peu que Amine soit plus sur la photo mais plutôt se mettre à écrire des films, c'est ça, on est d'accord. Bon, du coup ça raconte la suite de ce qu'on a vu, toute la bande qu'on a vu dans Canto Uno. C'est le même été. Ah ouais. Et du coup la continuité est aussi dans le tournage. Le tournage il a été fait sur 2 ou 3 étés différents je crois, mais du coup tout a été on va dire à peu près écrit en même temps et tout a été pensé comme une œuvre globale. Et du coup c'est pour ça que ultra intéressant Canto Doué sur la finalité de tout ce que ça dit sur le sexe et sur plein d'autres thèmes, de remettre en parallèle sur tout ce qui a été dit dans le 1. Bon, plein de thèmes ultra intéressants que Keshish va ramener dans celui-là, notamment un thème qu'on va avoir dès le début, c'est la barrière de la langue. Le truc que je m'étais dit devant Mickey 17, c'est putain, Bong Joon-ho il a quand même du mal à diriger les acteurs états-uniens quoi. Il joue vraiment à la coréenne. Et là pas du tout. On a un couple d'états-uniens qui arrive manger dans le resto de la famille de Tony et Amine, bah ils jouent comme ils sont quoi.
Et c'est magnifique, et cette première scène elle est vraiment très très belle dans son montage et c'est là que tu vois que c'est un film qui a été monté dans tous les sens je pense, je sais pas, je suis pas le monteur du film. Première scène où tu vois que c'est un film qui a été monté dans tous les sens et qu'elle est vraiment construite, c'est pas du montage visible à la Edgar Wright mais il y a un truc, il s'installe pour manger, le resto est fermé donc tout c'est la panique, comment on leur fait à manger, putain c'est un riche de fou, faut pas qu'on lui refuse ou quoi que ce soit quoi. Et en fait la scène est vraiment construite sur la bouffe en fait, la scène est construite sur entrée, plat, je crois qu'il y a 3 plats je crois puis dessert. Et en fait on les voit rarement manger, ça fait des allers-retours entre la cuisine et la salle et du coup c'est grave intéressant, tu vois ce dialogue, tu vois toutes les dynamiques, en fait, toute l'intrigue est mise en place dès le début et c'est ultra intéressant. Tu vois le fait que du coup t'as la mère de Amin qui lui dit ah mon fils il écrit des scénarios, vous faites des films, vous peut-être lire son scénario, vous êtes un producteur, parce que du coup le couple c'est un producteur états-unien qui est très vieux et une actrice qui est quand même beaucoup plus jeune que lui. Et du coup l'intrigue c'est que du coup il y a évidemment tout ce truc un peu de l'été toujours, la plage, mais les éléments un peu plus scénaristiques qui arrivent c'est Ophélie est enceinte de Tony, sauf que rappelez-vous si vous avez vu le 1, Ophélie est en couple avec un homme militaire qui s'appelle Clément et qui du coup revient de temps en temps et elle veut avorter. Et 2, Amin du coup va faire lire son scénario au producteur états-unien en sachant que du coup Tony les connaît bien parce qu'il leur livre souvent de la bouffe parce qu'ils adorent le restaurant. Donc du coup il y a des allers-retours souvent entre la villa, entre la ville, entre la plage. Il y a des scènes de danse rapidement mais c'est des scènes en maison. Du coup je pense que c'est en réaction à Intermezzo, on peut pas le nier. Mais du coup ouais il y a ce truc vraiment, les personnages bouffent tout le temps, c'est un truc qui est très souvent dans Keshish, déjà qui est une méthode de direction d'acteur de en fait plus ils mangent, plus ils font des choses, plus du coup moins ils surjouent parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. Mais aussi on ressent bien l'aspect, tu sais des fois vous mangez, il y a un côté euphorisant en fait de manger. On sent que le producteur il a aussi dit oui au fait de lire le scénario d'Amin parce que il bouffait quoi. Donc c'est un mode oh, allez on y va, ouais merci, là vous m'avez régalé, allez c'est bon je vais le lire votre scénario, y a pas de problème. Donc c'est super rigolo de voir ça. Et du coup ouais dans la direction d'acteur les persos ils font tout le temps des choses, soit ils mangent, soit ils sont en train de, il y a un moment une scène à Ophélie qui est en train de cueillir des olives, je sais plus ce que c'est, soit elle s'occupe de la ferme, enfin il y a vraiment un truc de tout le temps vouloir diriger les acteurs différemment. J'en parlais pour la petite dernière, je trouve la distinction très intéressante entre les films de Keshish et du coup Avzerdi un peu et de Dolan. Les deux ont des gros plans mais les deux sont tellement différents. Ceux de Dolan c'est vraiment un gros plan qui isole, c'est un gros plan qui isole du fond, on met un flou d'arrière-plan très très vénère, on axe, on cadre sur le visage de l'acteur qui va surjouer son truc de merde et il va pas bouger et il est vraiment en place. Keshish est du coup un peu Avzerdi aussi, il y a un gros plan mais ça va échapper, l'acteur va échapper à la caméra, il va bouger tout le temps, donc la caméra est tout le temps en mouvement pour essayer de suivre. Et je trouve ça intéressant du coup sur la corporalité, que ça force les acteurs à jouer aussi comme s'il n'y avait pas de caméra en fait, parce que la cam est plus éloignée que s'il y avait vraiment un truc où il y a ton spot, t'es assis sur ta chaise et la cam elle est en face de toi et champ contre champ à la Dolan. Moi c'est un truc que j'aime pas du tout les films de Dolan. À la base il devait même faire un Canto Tre, putain. Bah je pense que c'est mort, je pense qu'il a peut-être plus l'énergie pour ça, hein. C'est pas grave, de toute façon moi je trouve que c'est une très très belle fin, parce que du coup ce qui finit par se passer dans l'intrigue, il y a un truc qui se mêle un peu, où en gros Amin du coup qui est un peu le nice guy, qui est le mec qui est pote avec Ophélie même s'il est amoureux d'elle, il finit par attraper les conneries de Tony la met enceinte Ophélie, on dirait que je parle d'une telenovela là, hein. C'est plus belle la vie. Et du coup ils vont à Paris pour qu'elle se fasse avorter en secret, et c'est un soir particulier, genre c'est un soir précis, on sait que c'est ce soir là qu'il va devoir y aller, le lendemain ils vont devoir partir et tout, et la veille du coup il y a une soirée en boîte, sauf que lui, Tony l'appelle en urgence en mode il faut que tu viennes, vas-y viens me chercher pour aller à la boîte, je suis avec l'actrice du coup Jessica Patterson et vas-y go, viens un peu me chercher et puis go, c'est trop bien l'ambiance et tout quoi. Du coup il y va, il prend la voiture dans le but de le prendre et ils vont en boîte et du coup après la boîte le lendemain partir avec Ophélie. Sauf que il y a qu'une scène de sexe dans le film. Quand Ono s'ouvrait, c'est ça qui est super intéressant, sur une scène de voyeurisme, Amin qui regarde Tony et Ophélie Ken et ça l'excite un peu, on va pas se mentir, et la scène du coup est montrée de manière beaucoup plus vitaliste, enfin c'est filmé de manière érotique et tout. Là il arrive et il voit que le producteur n'est pas là, le producteur à qui du coup il a fait lire son scénario et le mec était en mode trop chaud on va faire ton film et tout. Donc la villa il y a que Jessica Patterson et Tony, il arrive, ils sont en train de ken évidemment, une scène beaucoup moins érotisée, beaucoup plus coupée au montage où il y a des cuts quoi en fait, d'un coup ça baise et puis après il y a autre chose, du coup ça permet un peu de couper le côté érotique quoi, et tu vois dans le regard de Amin que c'est pas le regard qu'il avait quand il avait vu Tony et Ophélie Ken. Là il est en mode putain, dans quelle merde on vient de se mettre, genre c'est une catastrophe quoi. Ce qui finit par se passer c'est que du coup le mec revient, le mari, il pète un plomb, il prend un flingue comme n'importe quel états-unien et il tire déjà dans le vide, genre il poursuit Tony, donc t'as vraiment une dévirilisation de Tony qui était en train de ken, du coup là là vraiment il est, on dirait un enfant tout nu qui court quoi, il essaie d'échapper au flingue et sans faire exprès, donc t'as Amin qui essaie par surprise de le ceinturer quoi, et il se tire dessus le mari du coup. Donc là catastrophe, et du coup comme Amin était étudiant en médecine, ils arrivent à le sauver, ils le prennent en voiture, ils arrivent à l'hôpital et là la scène de l'hôpital elle est vraiment grandiose. Du coup ils arrivent tous les quatre, le mari qui est en train de crever quoi, et puis, je vous le dire après où il s'est tiré dessus c'est rigolo. Jessica Parton qui est vraiment totalement choquée, sauf qu'ils étaient totalement bourrés, donc en fait ils savent pas comment réagir, ils sont totalement dans les vapes. Il y a que Amin qui est un peu sobre et qui du coup essaie de gérer.
ils vont dans l'hôpital, ça crée un événement de fou parce que tous les gens dans le hall de l'hôpital sont en mode mais attendez, mais c'est l'actrice Jessica Patterson, et du coup ça crée un truc trop bizarre où les gens sont ultra curieux de qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui c'est, mec, qu'est-ce qui se passe, et ça se pose des questions, et du coup ça crée un truc très rigolo. Cette scène, la scène qui pourrait être la plus dramatique devient très très comique. Il y a vraiment plein de détails vraiment très très drôles. À un moment donné on apprend que le mec se fait tirer dans la couille, donc forcément ça crée un truc un peu rigolo, même l'infirmière elle trouve ça drôle quoi, donc ça fait que parler, ça fait que dire oh regardez c'est Jessica Patterson. Oui voilà, oui bien sûr, t'as une actrice, une vieille dame qui en plus je pense c'est une actrice amatrice qui dit oh j'aurais aimé lui demander un autographe mais peut-être que c'est pas le bon moment, enfin magnifique. Alors, c'est vraiment hilarant cette scène, mais par contre il y a un truc qui arrive après. Amine, t'as Jessica qui lui dit faut que tu t'en ailles en fait parce que en fait t'as rien à voir avec ça, tu l'as même sauvé, donc va-t'en, là tu vas être dans la merde. On est quand même sur 2 rebeux dans les années 90 qui arrivent à l'hôpital avec un blanc riche qui s'est fait tirer dessus et une actrice, donc bon je pense que la police c'est vite fait. Du coup, Amine se barre, il prend sa voiture, il se casse. Dans le but de rejoindre Ophélie, quoi. Dans le but de rentrer chez lui et rejoindre Ophélie, voilà. On revient à l'hôpital, la police arrive. Oui, il y a un truc très drôle. Du coup, le policier qui est occupé de garder l'ascenseur, il parle arabe. Il y a un mec qui décrit un peu la scène qui est très rigolo aussi. Et du coup, ils se mettent à parler arabe ensemble, donc c'est très drôle aussi. Et la police, vraiment, on sent à quel point ils sont vraiment. En fait, c'est un truc que je trouvais très, très intéressant, c'est que personne dans le film ne va jamais juger l'écart d'âge entre Jessica Patterson et son mari, malgré le fait qu'il ait, je pense, 30 ans au moins. C'est normal, quoi. Mais pas en mode le film dit pas que c'est normal. Le film montre qu'à l'époque et même encore aujourd'hui, c'est pas grave. Là où vraiment les gens vont avoir un souci, c'est comment ça, cet arabe, il est avec elle là. C'est ça la vraie anomalie. Et du coup, l'anomalie finit par se résoudre à la fin. Mais du coup, la vraie anomalie, déjà de la police, mais même pas que, même les gens qui se posent la question dans l'hôpital, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces 2 arabes, et elle est là en fait. Donc c'est intéressant de montrer que la société a moins de choc à voir un homme blanc, du coup riche, très vieux avec une femme jeune, que des mecs qui ont à peu près le même âge qu'elle, mais qui sont juste des rebeux prolos quoi. Mais bien sûr qu'il y a une lecture de classe, en tout cas il y a une lecture de race. Lecture ultra intéressante, du coup je vais y venir. Quand Tony se fait malmener par la police, ça c'est Bégodeau qui a dit ça, mais du coup je l'avais déjà trouvé intéressant dans Make to My Love Kanto Uno, c'est pourquoi il s'appelle Tony ce mec. Parce que moi je trouve que c'est un truc qui me plaît pas dans le cinéma en tant que mec rebeu. Souvent on va prendre un acteur arabe, souvent on va prendre Karim Leclou, c'est souvent lui, et on l'appelle Clément. Bah non. Pourquoi ? En l'appelant Clément, on enlève son arabité et du coup on évince du récit tout le fait que son corps est un corps de quelqu'un d'arabe. J'ai pas envie de savoir les raisons derrière, je pense qu'il y a peut-être un truc que le spectateur s'identifie moins quand c'est un arabe à l'écran peut-être, mais du coup là il y a vraiment un sujet politique très intéressant. Et du coup, je me dis pourquoi Keshish, qui est en plus un rebeu quand même, il l'appelle Tony dans le 1. Et dans le 2 on a la réponse, parce qu'en fait évidemment qu'il s'appelle vraiment Tony, mais aux yeux des flics c'est pas Tony, ça reste un arabe, et à la fin voilà ce qui va arriver, il va se faire maltraiter par la police comme un arabe. Et du coup le fait de maquiller l'arabité, c'est pas du tout ce que Keshish cherche, et c'est ça que c'est super intéressant. Et du coup quand tu repenses à tout, à Kanto Uno, tu te dis ok, il a voulu échapper à sa condition d'arabe, en faisant le beau gosse sur la plage, en mimant De Niro, en mimant Al Pacino, en mimant des icônes blanches, même si bon c'est des Italiens. Et ben non, en fait là la réalité lui retombe dessus, c'est un arabe, et il aura le destin d'un arabe en France. Et il finira peut-être en prison, je sais pas, enfin voilà. Et du coup ça me rappelle un autre film de Keshish que j'avais adoré, dont j'ai parlé vite fait là en début de stream, L'Esquive. L'Esquive c'est pareil, un jeune arabe de quartier, il veut pécho une meuf, donc il s'inscrit à son cours de théâtre. Donc on pourrait avoir le truc de, vous avez vu, le théâtre ça l'émancipe et tout. Et il finit par se prendre un peu au jeu, mais pas trop, il veut juste la pécho, mais ils finissent par réviser dans une voiture pour leur pièce de théâtre. Et la police elle arrive, et là la réalité elle retape d'un coup quoi. Et c'est d'une gravité, très peu de monde a réussi à filmer des interventions policières aussi bien. Du coup je me dis ok, voilà ce qui se passe. Pourquoi il a fait Kanto Uno ? Peut-être aussi pour dire que le sexe peut être un truc un peu nihiliste, parce que du coup c'est ce qui finit par se passer à la fin, et ce qui finit par mener à sa perte. Si on voit Make to My Love Kanto Uno que comme ça, on se dit ah ok, le sexe, le désir, et du coup oui aussi, évidemment, parce que le film est un film en lui-même. Mais quand on prend la trilogie, on est obligé un peu de le voir différemment. Et pareil pour Intermezzo que je n'ai pas vu donc je ne sais pas. Peut-être que l'excès aussi, il avait peut-être pour plan de faire ce film-là où c'est l'excès, où ça dégoûte, où ça choque, pour dire non en fait regardez. Peut-être que je l'excuse trop, je ne sais pas. En tout cas moi j'ai quand même ces questions-là quand je vois le film. Du coup voilà. Et il y a aussi un truc, j'avais vu la critique de Bégodeau qui disait le fait que Amine quand il s'échappe, du coup il finit par avoir une panne de voiture. C'est pas bien, c'est un truc trop scénaristique. Moi je trouve qu'il y a quand même le truc, c'est le mektoub, hein. C'est le destin, on n'échappe pas à son destin. De la même raison qu'il y a une anomalie du fait que Tony fasse l'amour à Jessica Patterson, il y a une anomalie que Amine ait une voiture aussi belle, peut-être qu'elle arrête de fonctionner parce que c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais avec ta Jaguar ? N'importe quoi. Du coup ouais, film grandiose, hein. Mais avec toutes les problématiques qu'il faut prendre en compte. Faut pas en parler que comme ça, comme certains ont fait, par posture un petit peu provocatrice, troll, en mode j'en ai rien à foutre. Vous êtes débiles, voilà, vous avez plus l'âge de faire ça. Bon, certains malheureusement ont encore l'âge de faire ça, mais j'espère qu'ils peuvent grandir. Donc ouais, Make to My Love, plus grand film de l'année. Talonné de près par l'Aventura, hein. On va pas se mentir, les deux sont très très proches de deux films que je trouve comme étant des chefs-d'œuvre. Mais voilà,